Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Les balles sionistes font 2 nouvelles victimes palestiniennes dans la ville de Naplouse, assassinat vivement condamné par les autorités palestiniennes. Plusieurs pays producteurs de pétrole membres de l'OPEP+, annoncent la réduction volontaire de leur production à 1,6 million de barils à partir du mois de mai prochain, et ce jusqu'à la fin de l'année en cours. Objectif, stabiliser le marché. Conflit en Ukraine, les combats font rage à Bakhmout. La PMC Wagner revendique la prise de la mairie de la ville. Et la Finlande deviendra demain mardi le 31e membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition au Proche-Orient où les balles sionistes de l'occupation ont fait 2 nouvelles victimes palestiniennes dans la ville de Naplouse. Le nombre de morts dans les territoires palestiniens depuis le début de l'année passe à présent à 94, dont 17 enfants et une femme. Des assassinats condamnés, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodaina, ainsi que le Premier ministre, Mohamed Shtayah, ont condamné ces crimes commis par les forces de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse. Abou Rodaina a notamment affirmé que la poursuite des mesures unilatérales de colonisation par les autorités de l'occupation, les meurtres ainsi que les incursions dans la sainte mosquée Al-Aqsa confirment l'aggravation de la situation, entraînant ainsi dans la région une spirale de violence et d'instabilité. Et pour faire le point sur la situation, direction Al-Quds où l'on retrouve Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors les exactions de l'entité sioniste s'accentuent, on le voit, en plus des assassinats, il y a également plusieurs personnes arrêtées au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Pourquoi est-ce que ça s'accentue? Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas parce qu'ils cherchent à sortir de la crise politique profonde. Ils veulent contourner la crise vers les Palestiniens, vers l'ennemi palestinien, et comme ils l'ont fait auparavant, dans les crises auparavant. Et cette montée, ils cherchent à monter la violence contre les Palestiniens afin d'unir l'unité nationale de l'État juif de l'intérieur, et de créer de nouvelles, soi-disant, victoires contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Al-Quds. Et là, on attend les menaces de bacs juifs. Ils cherchent à faire entrer de moutons pour faire des sacrifices pour le bac juif sur l'esplanade de la mosquée. Ils attendent des réactions fortes des Palestiniens afin qu'ils arrivent à partager l'espace de l'esplanade dans l'espace et commencer à faire satisfaire les extrémistes et les rabbins, et qu'ils ont réussi enfin à diviser la mosquée en 2 et faire monter leur temple sur l'esplanade de la mosquée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils ont un projet aussi gouvernemental d'annexer tous les territoires de la Cisjordanie. Justement, à propos du gouvernement, autre projet du gouvernement sioniste, très rapidement, Amjad Chihab, il y a aussi donc cet accord qui a été donné par le gouvernement Netanyahou pour la création d'une garde nationale sous la direction de Ben Gvir. Ce sera donc une milice privée qui va donc accentuer une fois de plus la répression des Palestiniens. Tout à fait. Ces milices, soi-disant, entre guillemets, gendarmes nationales, il va être dirigé et contrôlé par la personnalité du ministre, le ministre de l'extrême droite
israélien, ça sera un outil pour frapper et pour contourner toutes les lois et afin de mettre, de approvisionner les Palestiniens et leur affrayer jusqu'à la dépression pour faire tous leurs projets et sans être condamnés et sans avoir aucun contrôle. Et cela aussi va faire une division sur au niveau de l'administration, du contrôle d'administration, et de la police nationale ou de l'armée d'occupation. Ça va créer un véritable problème, mais l'objectif c'est de faire face aux Palestiniens de Al-Quds et des Palestiniens de 48 du territoire occupé en 48. C'est l'objectif final et ils cherchent à tout prix pour que l'extrême droite reste dans le gouvernement dans les années à venir. Très bien. Merci beaucoup. Merci Amjad Chihab pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et vous étiez avec nous depuis Al-Quds. Parlons à présent de cette mesure prise par plusieurs pays producteurs de pétrole, dont l'Algérie. Et c'est la réduction de la production pétrolière à 1,6 million de barils à compter du mois de mai. Et ce, pour stabiliser le marché. La Russie, de son côté, annonce la prolongation de la réduction de sa production. Mohamed Wali Ben Chaban. Plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP et non-OPEP, annoncent la réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain, jusqu'à la fin de l'année en cours. Alger procède pour sa part à une réduction de 48 000 barils par jour. Après l'étude des rapports des experts, il a été décidé de prolonger la réduction de la production pétrolière de 2 millions de barils jour. Décision en octobre dernier. Les membres de l'OPEP, non-OPEP annonçant volontairement la réduction de leur production de 1,66 million de barils jour. Pour notre pays, il y aura une réduction volontaire de 48 000 barils jour. Pour le cartel, il s'agit d'une mesure préventive dont l'objectif est de stabiliser le marché pétrolier et ce, après avoir constaté un retour des stocks mondiaux de pétrole à des niveaux normaux. Nous avons également examiné des rapports sur le marché pétrolier mondial durant cette période. À l'unanimité, nous avons constaté la lenteur du développement de l'économie mondiale. C'est pour cela que les stocks mondiaux des produits pétroliers ont atteint des niveaux normaux d'il y a 2 ans. L'Alliance OPEP+ dessine une nouvelle feuille de route dans sa politique intérieure pour fixer les fondamentaux du marché pétrolier comme seul critère de décision et d'action. Et pour revenir justement sur cette mesure donc prise par les pays producteurs de pétrole, on a avec nous Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Monsieur Kaoubi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes expert en économie. On sait que pour la première fois depuis 2 ans, les stocks mondiaux atteignent un niveau normal. Alors, cette réduction va-t-elle, si on veut, rééquilibrer le marché ? Oui, l'objectif de cette réduction, c'est de rééquilibrer les marchés en fonction, bien sûr, des nouvelles données, que ce soit par rapport au stock, par rapport au taux de croissance et par rapport à l'instabilité des marchés financiers observés depuis le 10 mars dernier. Très bien, merci beaucoup. Merci Monsieur Kaoubi, c'était très bref, très clair. Merci, je rappelle donc que vous êtes expert en économie. Les prix du pétrole, justement, on en parle. Ils montaient en flèche ce lundi, donc au lendemain de cette décision surprise de procéder à une importante coupe de la production du brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 5,01% à 83,89 $. Et alors que le prix de l'or noir ont bondi, le Kremlin défend cette mesure, affirmant que ces réductions sont dans l'intérêt du marché mondial, que les autres pays soient satisfaits ou non, c'est leur affaire. C'est du moins ce qu'a déclaré à la presse Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.
La Russie, justement, on en parle. La ville russe de Saint-Pétersbourg a été secouée hier par l'explosion d'une bombe dans un café, tuant ainsi le correspondant de guerre Vladlen Tatarsky et faisant une trentaine de blessés originaires de la ville de Makeyevka dans la région de Donetsk. Le correspondant avait 40 ans. Son canal Telegram consacré au déroulement de l'opération russe en Ukraine comptait plus de 500 000 abonnés. Le comité d'enquête a annoncé ce lundi l'arrestation de Daria Trepova, une jeune femme suspectée d'avoir posé la bombe. Et après plusieurs épisodes de négociations et la ratification de son adhésion à l'OTAN par la Turquie, la Finlande deviendra dès demain, mardi 4 avril, un membre à part entière de l'organisation transatlantique, le 31e. La Turquie et la Hongrie n'ont en revanche toujours pas approuvé la demande d'adhésion de la Suède formulée au même moment. Now with Finland as a full member, that will further... Maintenant, avec la Finlande comme membre à part entière, cela augmentera encore la sécurité de la Suède et intégrera également davantage la Suède dans l'OTAN, parce que la Finlande et la Suède sont déjà si étroitement intégrées. Je dis donc tout cela parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'ils ont laissé la Suède seule. Non, la Suède est très bien à l'intérieur de l'OTAN, intégrée dans des structures militaires et civiles. Les alliés sont prêts à agir. Il est inconcevable qu'il y ait des menaces ou des attaques militaires contre la Suède sans que l'OTAN ne réagisse. Et encore plus, avec la Finlande en tant que membre à part entière. En Finlande, justement, la première ministre Sanna Marin a reconnu sa défaite à l'issue des législatives serrées qui ont vu le parti de centre-droite de Petteri Orpo arriver en tête. De son côté, le parti d'extrême droite a battu son propre record. Ces élections législatives coïncident avec l'entrée officielle de la Finlande frontalière de la Russie dans l'OTAN. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a annoncé qu'il quitterait sa résidence de Floride ce lundi pour être présent à New York pour l'audience pendant laquelle les charges qui pèsent contre lui seront annoncées. La convocation doit donner lieu à un rituel inédit pour un ancien chef d'État américain. Le milliardaire devra donc décliner son nom, âge, profession, se soumettre à une prise d'empreinte digitale et être pris en photo comme tout prévenu. Et on termine avec un mot de sport, du tennis. Le Russe Daniil Medvedev s'est offert ce dimanche le Masters 1000 de Miami, venant à bout de l'Italien Jannik Sinner en finale, 4e titre de l'année en 5 finales consécutives. Salah Faisal pour les détails. Open de Miami a dit oui au Russe Daniil Medvedev. Le numéro 5 mondial a remporté la bataille de la finale face à l'Italien Jannik Sinner en 2-7. 7-5, 6-3, décrochant le premier trophée à Miami, le 4e en 2023. Et c'est la 5e couronne Master 1000 points de sa carrière. Medvedev en forme a cassé le service 2 fois dans le premier set et le revers de Medvedev était l'arme fatale sur lequel le Russe s'est appuyé dans le deuxième set, ne comptant que 2 erreurs sur 31 revers, tout en extrayant 8 erreurs de Sinner. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, au risque de me répéter. Mais comme vous pouvez le voir, parfois je peux me débrouiller et être calme sur le court quand je sens que c'est un vrai terrain dur. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas qui prend ce genre de décision, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont préparé le terrain tout au long de l'année. J'étais vraiment content de jouer dessus. Jannik Sinner n'a pas résisté au revers de Medvedev, unique dans son genre, magique et efficace. Le Russe a frappé 97 revers dans ce match. Âgé de 21 ans, Jannik Sinner n'a pas battu Medvedev en 6 rencontres, notamment la finale de Rotterdam en février. Je veux dire, ça a été un mois très positif pour moi à Indiana Wells et Miami. Je suis évidemment déçu aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillé de la meilleure façon possible. Je me sentais un peu malade. Mais nous avons essayé d'aller sur le court en essayant de tenter le coup. Malheureusement, aujourd'hui n'était pas mon jour. Daniil Medvedev est devenu le premier joueur depuis Ivan Lendl en 1981 à atteindre une 5e finale ATP consécutive. Le Russe est désormais 4e au classement ATP, publié ce lundi, tandis que l'absence de Novak Djokovic à The Sunshine Double ne lui a pas privé de sa première place au classement mondial.
Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.